Au contraire, quand il était repu, quand il était câliné, porté, choyé, nourri, etc., là il était tout mou, il était hypotonique. Donc il y avait un contraste entre ces deux états comportementaux, et ça faisait vraiment un dialogue. Vous saviez à ce moment-là que votre enfant était dans un état de demande ou au contraire dans un état de satisfaction. C'est de Ajoria-Guéra qui a observé ça et qui a appelé ça le dialogue tonique, et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc voilà les origines de ces termes. Les troubles sensorimoteurs, bon, la sensorialité, les troubles de l'organisation spatiale et temporelle, l'hyperactivité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperactivité, qu'on a appelé historiquement l'instabilité psychomotrice. Je préfère le dernier terme parce qu'il est plus dynamique au niveau de la prise en charge, plutôt que le terme d'hyperactivité, qui est un terme, disons, plus anglo-saxon. Troubles de la latéralité, on en a un peu parlé, les tics, les difficultés de concentration, les troubles psychosomatiques, qu'ils soient bénins ou plus graves, les problèmes d'estime ou de confiance en soi, évidemment, ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur le tonus, les problèmes d'ordre plus relationnel, par exemple l'agitation, l'agressivité. Alors, l'agressivité, l'agressivité est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'agressivité se transforme en violence. Donc, c'est vrai que l'agressivité, on va en tenir compte, mais pas forcément la réduire. Par exemple, un enfant qui lève le doigt à l'école, il a besoin d'être soutenu par une certaine agressivité pour pouvoir dire « moi je sais » et vis-à-vis des autres aussi. Donc, la compétitivité. Donc, cette agressivité-là n'est pas forcément une agressivité négative. On peut soutenir quelqu'un. L'impulsivité, l'inhibition, le manque d'assurance, etc. Ce qui aujourd'hui semble être relié par exemple à des troubles dits hyperactifs. Et tout autre problème qui semble être intéressant de régler par une approche corporelle. Voilà. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par disharmonie psychomotrice? Alors, ça veut dire qu'il y a dans l'évolution normale, vous avez par exemple une référence par rapport aux enfants qui est le carnet de santé. Vous voyez des choses qui sont indiquées, par exemple la présence ou pas de réflexes archaïques au départ, à quel âge l'enfant se tient assis, à quel âge l'enfant se met à marcher, des choses comme ça. On appelle ça le développement psychomoteur, les premiers mots, etc. Bon, on est plus ou moins d'accord avec ça, dans le sens où la psychomotricité, comme je le disais, elle est plutôt adressée à quelqu'un et non pas forcément à un médecin qui va essayer d'obtenir des résultats réflexes ou comportementaux. Donc moi je dirais que ce sont plus des, comment dire, dans le carnet de santé, plus des réponses motrices que des réponses psychomotrices. Mais peu importe, mon enfant à 15 mois, il ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Alors bon, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a toute une batterie à la fois d'évaluation et de questionnement sur qu'est-ce qu'il fait par ailleurs, etc. Est-ce qu'il fait des choses dans tel cadre? Bon. Donc on essaie d'avoir une globalité, voilà, de façon à voir s'il y a un tableau harmonieux ou disharmonieux. Disharmonieux, ça veut dire quelque chose qui dysfonctionne quelque part. Là, on peut rejoindre le fameux trouble instrumental, c'est-à-dire un violon qui se met à dissonner dans l'ensemble de l'orchestre. Bon, est-ce qu'il faut réaccorder vraiment ce violon ou attendre la fin? Voilà. C'est vraiment une question fondamentale. Voilà, globalement. Alors, on a un outil qui s'appelle le bilan psychomoteur ou l'examen psychomoteur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est notre praxis. Nous, on est des praxéologues du corps, donc on va mettre en question le corps. Donc, on va proposer au sujet, quel que soit son âge, de faire le point par rapport à diverses capacités. Donc on va regarder l'équilibre statique, l'équilibre dynamique, les coordinations globales, main-œil, facial, les membres supérieurs, les membres inférieurs, etc. Enfin, tout ce qui est de la motricité de base. Marcher, sauter, courir, tenir debout, fermer les yeux en tenant debout en équilibre, des choses comme ça, sur un pied. Enfin,
on connaît évidemment tous les schémas d'évolution des personnes. On va s'intéresser au schéma corporel. Vous savez ce que c'est à peu près? Disons globalement, le schéma corporel, c'est la représentation ou l'idée qu'on s'en fait de notre corps, hein, plus ou moins consciente, hein. Partie inconsciente bien sûr, mais plus ou moins consciente, et comment on va pouvoir être adapté, hein, au monde par rapport à ça. Donc on sait bien que le schéma corporel se construit progressivement. Par exemple, globalement, vous avez des informations du schéma corporel de l'évolution de l'enfant dans ce qu'il fait au niveau du dessin, même s'il y a souvent un décalage entre la représentation graphique et la connaissance, hein. Un enfant sera peut-être plus à même de dire ça c'est mon front, plutôt que de le représenter sur un dessin, hein. Donc il y a souvent un décalage. Le tonus, évidemment, est-ce qu'on est mou, dur, est-ce qu'on est tendu, est-ce qu'on est détendu, est-ce qu'on a justement des mouvements parasites, hein. Je parlais des syncinésies, je parlais tout à l'heure avec Dupré. Les syncinésies, ça nous invite à avoir un niveau de compréhension du degré d'évolution, que ce soit neurologique, tonique ou affectif, du tonus, hein. Donc c'est une forme de recherche, par exemple, qui va nous donner des informations sur la latéralité, hein, ou sur le tonus de base, qui va permettre la gestuelle, hein. La latéralité, on en a un peu parlé, la structuration de l'espace et du temps. Vous voyez que c'est très vaste, hein. Donc on va se cantonner à la connaissance d'émotion, d'orientation, d'organisation, de rythme, de tempo, des choses comme ça. Le graphisme, l'attention à la concentration, évidemment le comportement, même si nous ne sommes pas des comportementalistes au sens propre. Ce bilan se fait à peu près sur combien de séances? Alors, c'est variable, hein. C'est variable, c'est en fonction à la fois de l'âge du sujet, c'est aussi variable selon sa disponibilité, c'est variable selon le praticien, hein. Si on estime que ce bilan doit se faire en plusieurs séances, ben, il se fera en plusieurs séances. Il est souvent précédé, la plupart du temps précédé par l'anamnèse, c'est-à-dire ce qui a amené la personne à consulter, soit c'est lui qui le dit, s'il peut, donc il va essayer de parler de ses symptômes, soit c'est les accompagnants, les parents la plupart du temps. Donc là il s'agit de faire une étude sémiologique, c'est-à-dire les signes, ce qu'on a observé, les articuler avec les symptômes. Donc l'anamnèse est tout à fait importante, hein, en ce qui nous concerne, de façon à relier sans doute l'histoire personnelle du sujet avec ce qu'il est aujourd'hui au niveau de son corps. Donc ça, et ensuite il y a les parties techniques, c'est-à-dire les passations des épreuves, on va dire. Donc ça peut demander 2-3 séances, hein, c'est variable. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est d'être au clair avec la disponibilité de la personne, hein, de façon à ne pas la mettre en écueil. C'est une évaluation qui est éminemment subjective, hein. Je fais référence par exemple aux évaluations des psychologues qui sont, par exemple dans les évaluations cognitives, hein, qui sont quand même très étalonnées, très, très claires au niveau des quotas, etc. Bon, on arrive à un QI, bon, la plupart du temps. Vous me corrigez si je me trompe. Les psychomotriciens ne font pas de quotient moteur, hein, c'est pas possible de le faire. On laisse ça au kiné ou d'autres personnes, mais nous on va travailler avec le corps en relation, donc éminemment subjectif. Alors c'est intéressant et souvent c'est aussi difficile parce que nous on va s'impliquer aussi. Quand dans mon test sur l'agressivité, je joue au ballon avec une personne, je m'implique dans ce test. Donc je suis à la fois acteur et observateur, c'est assez compliqué. Mais bon, après, c'est l'usage, l'expérience ou les moyens qu'on met à notre disposition qui nous permettent d'élaborer des résultats, hein. Donc c'est vrai qu'il faut du temps. C'est pour ça que j'insiste sur la capacité du sujet à pouvoir